Bonjour fidèles téléspectateurs de l'émission Notre Quotidien. Aujourd'hui nous allons parler élections municipales et c'est la première élection municipale post-insurrection. C'est sans doute une nouvelle page qui va s'ouvrir pour la gestion des collectivités territoriales au Burkina Faso. Quels sont les grands défis de la gestion des municipalités? C'est à cette question que vont tenter de répondre les invités qui sont sur ce plateau. Et je reçois Abdul Karim Saïdou, qui est le chargé de programme de l'IGD, l'Institut général Thiemoko, Marc Garongo pour la gouvernance et le développement. Bonjour. Bonjour. Je reçois également Issouf Sakandé, ancien maire de l'arrondissement numéro 5 de la ville de Ouagadougou. Bonjour. Bonjour. Alors, nous débutons cette émission avec cette question qui est assez simple. On dit très souvent que le maire est une fonction assez noble, compliquée mais noble. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, compliqué, certes, parce que quand on voit les défis qui se posent aux communes actuellement, le travail qu'il faut abattre pour relever pas les défis du développement, les défis de la gouvernance, on peut dire que c'est une tâche assez ardue. Et je pense que c'est une tâche aussi noble parce que c'est une fonction politique. Le maire a la responsabilité d'être à la tête de l'exécutif communal, donc c'est lui qui porte en quelque sorte normalement les aspirations des populations, les projets qui sont envisagés par la commune, donc c'est assez noble, mais c'est assez difficile également vu le contexte actuel dans lequel nous nous trouvons. Alors, en tant qu'ancien maire, vous êtes la personne la mieux placée pour définir cette fonction-là. Est-ce que être maire, c'est se remplir les poches ou c'est une fonction noble? Merci. Je suis un peu désolé parce que être maire, c'est loin de se remplir les poches. C'est comme M. Abdul Karim l'a dit tout de suite. C'est une tâche, j'allais même dire, complexe. Parce qu'il a une double fonction politique et fonction administrative. Donc, de ce fait-là, il a beaucoup de choses à faire et gérer le quotidien de la population au niveau de la base, je veux dire au niveau des secteurs, des arrondissements, des villages. Donc, et vous savez bien quelles sont les difficultés qu'il y a de travailler avec la base. Parce que bon, il y a souvent un fossé entre ces deux entités, l'administration qui veut gérer correctement les choses, la population qui attend beaucoup de cette administration. Donc c'est pas simple, mais c'est assez noble parce que c'est une opportunité qu'on donne aux maires d'être à la tête d'un exécutif communal ou d'arrondissement et de promouvoir le développement. Alors, on le sait tous, les maires sont élus par suffrage indirect. Alors, il y a des personnes qui décrivent ce processus d'élection des maires. Est-ce que vous pensez, par souci de transparence, qu'il est temps qu'on passe à un autre, au suffrage directement? Bon, je pense qu'on aurait dû, avant de s'engager dans les élections locales, mener la réflexion, faire le bilan de l'expérience en matière de communalisation intégrale. Et dans cette réflexion, on aurait dû effectivement intégrer cette dimension. Est-ce qu'il faut aller vers un système d'élection du maire au suffrage universel direct? C'est ce qui se fait par exemple dans certains pays voisins comme la Côte d'Ivoire, où c'est le maire qui est élu et c'est lui qui désigne les membres de son conseil municipal. Cela peut avoir des avantages, tout comme ça peut avoir des inconvénients. Le principal inconvénient de mon point de vue, c'est le fait que on va tendre peut-être vers une sorte de personnalisation du pouvoir. Parce que le maire pourrait dire, c'est moi, j'ai été élu sur la base d'un programme, donc je peux faire fi des observations, par exemple, du conseil municipal ou même d'une partie de la population. Le principal avantage, c'est que le maire va tirer sa légitimité directement des citoyens et à la base. Donc je pense que le système actuel n'est pas si mauvais que ça. Il faudrait qu'on essaie d'analyser la question pour voir quelles sont les différentes failles, quelles sont les faiblesses et voir si on peut les corriger. Parce que le principal problème que nous avons actuellement avec l'élection du maire au suffrage indirect, c'est conciliabule, ces marchandages qui se font très souvent sur le dos du peuple, voilà, dans le cadre du choix du maire, et qui peut affecter sa légitimité, voilà, face au conseil municipal et face aux populations. Alors, M. Sakandé, quel est votre avis sur la question? Doit-on toujours continuer dans le suffrage universel indirect? Et effectivement, au Burkina, ici, l'élection du maire
indirecte. En réalité, si on veut bien voir les choses, ce sont les conseillers qui élisent le maire. Donc, comme Karim l'a dit, ce n'est pas la population qui donne cette légitimité directement, mais c'est l'ensemble du conseil municipal, l'ensemble des conseillers qui votent le maire. Donc, de ce fait, il est difficile de dire que le maire, c'est bien vrai que c'est un élu local, mais il est élu par les conseillers, pas par la population. Donc, quelque part, si on veut rendre crédible et légitime, donner une certaine légitimité au maire, pourquoi ne pas aller aux élections directes, voilà, au suffrage direct. Alors, il est aussi important qu'on appréhende cette question du rôle du maire, parce que très souvent, lorsqu'on entend la population, il rattache le foncier au rôle du maire. Le maire, c'est de gérer les questions de lotissement et autres. Il est important qu'on sache quel est le rôle du maire. Oui, les attributions des parcelles, c'est une des compétences du maire. Ça fait partie des compétences du maire, mais le maire n'a pas que ça à faire. Je pense que pour moi, le maire est un acteur principal du développement. Au lieu de chaque fois focaliser tout sur les attributions de parcelles, le maire doit s'occuper de l'assainissement, de l'hygiène, du développement local, comment on appelle ça, j'allais dire, de la jeunesse, s'occuper des femmes, du quotidien de la population. Donc, en réalité, cette compétence d'attribution des parcelles fait que le maire même est absorbé par cette activité. Donc, je me dis que, comme peut-être que vous allez revenir sur ça, si on enlève cette compétence, le maire aura beaucoup de temps pour s'occuper d'autre chose que des attributions de parcelles. Nous reviendrons donc sur ce point-là. Alors, M. Saïdou, selon vous, quel est le rôle du maire? Oui, je pense que le rôle du maire, c'est comme M. Sakandé l'a dit, il a une fonction politique, une fonction administrative, et ses prérogatives sont fixées par la loi. Mais très souvent, ces prérogatives-là ne sont pas connues parce que les études du CGD, par exemple, montrent que l'intérêt des populations, même pour la gouvernance locale, lorsqu'il y a des délibérations auxquelles les citoyens ont le droit de participer, c'est lorsqu'il y a des questions de parcelles que les populations manifestent un intérêt. Parce que tout simplement, beaucoup de gens ne connaissent pas les attributions des maires, et même au niveau de certains élus locaux, cette question n'est pas bien maîtrisée. Donc le maire, il a, avec le conseil municipal, hein, parce qu'il faut éviter également de faire une fixation sur le maire, parce que le maire, il travaille en intelligence avec le conseil municipal, de façon concertée, de façon collégiale. Donc il y a un ensemble de prérogatives, effectivement, qui touchent la question des parcelles, qui touchent également les questions d'assainissement, les questions de jeunesse, les questions culturelles, et beaucoup d'autres aspects sur lesquels la commune est attendue en tant qu'acteur du développement. Est-ce que vous pensez réellement que les maires d'arrondissement ont les mains libres suffisamment pour la gestion de la commune, pour le développement local? Bon, en réalité, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de communes. Il y a des communes normales, voilà, et les communes à statut particulier, comme Bobo et Ouagadougou. Donc, au niveau de Ouagadougou, au sein de la commune de Ouagadougou, nous avons 12 arrondissements. Et je peux vous avouer que les textes disent que les maires ont les mêmes prérogatives, mais quand on prend au niveau des arrondissements, les maires sont liés à la commune sur le plan financier. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas dire que le maire est autonome, puisque c'est le maire de la commune qui arbitre l'exécutif au niveau des finances. Donc, c'est à ce niveau que se trouve le bas blesse. Les maires des arrondissements ne sont pas libres financièrement. Donc, ils dépendent à tout moment de la commune de Ouagadougou. Ils n'ont pas cette capacité financière de faire de grandes réalisations. Mais est-ce que cela ne devait pas être vu dans le sens de pouvoir suivre ces différents maires dans la question de bonne gouvernance de ces communes-là? Parce que permettre à ces différents maires d'avoir une assise financière ou même de pouvoir gérer ce budget-là, est-ce que cela ne pourrait pas conduire à des dérives?
Et la dernière fois, sur vos antennes, j'avais dit de prendre l'exemple du Rwanda et même à côté ici, le Mali. Voilà, parce que il ne s'agit pas d'être maire sans pouvoir avoir un certain nombre de latitude plutôt pour pouvoir travailler. Donc si le maire est là et il ne répond, bon, je me rappelle que quand on était maire, à tout moment on était au niveau de la commune de Ouagadougou. Bon, vous voyez, oui, chaque fois on n'a que des réunions là-bas. Donc bon, pour moi, hein, alors que tu dois t'occuper de ta population. Voilà, le maire de la commune, il a ses compétences, mais il faut donner les mains libres au niveau des arrondissements pour que le maire puisse travailler correctement, qu'il ait un budget conséquent, qu'il ait la latitude de travailler, mais bien sûr sous le contrôle de l'État et du maire de la commune. Voilà. Alors, M. Saïdou, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que permettre à ces maires d'arrondissement-là d'avoir les mains libres, est-ce une bonne chose? Non, je ne vois pas pourquoi on va les élire si on ne va pas leur donner les moyens de travailler. Parce que tel que le système existe aujourd'hui, mais peut-être qu'on aurait dû faire en sorte que ces maires d'arrondissement-là soient nommés par le maire central. Parce que si c'est ce système qu'on veut, que ce soit sous la supervision directe, sous la tutelle directe du maire central, mais autant ne pas les élire. Parce que quand quelqu'un est élu par la population, c'est-à-dire qu'il est titulaire d'un mandat populaire. Et de ce point de vue-là, il faut aménager la loi pour qu'on lui donne un minimum d'autonomie, un minimum de liberté pour mettre en œuvre les projets pour lesquels il a été élu. Donc ça pose véritablement une question de bonne gouvernance qui ne se pose pas seulement au niveau des maires d'arrondissement, mais qui se pose à tous les niveaux, y compris au niveau central. Parce que la tutelle, normalement, c'est l'État qui doit exercer la tutelle. Ce n'est pas un élu qui exerce la tutelle sur un autre élu. Même si ce sont des communes à statut particulier, Bobo et Ouagadougou, je pense qu'il faut aménager le système pour faire en sorte que ces maires d'arrondissement-là aient quand même un minimum de... Sinon, ils ne pourront pas répondre. Voilà, ils ne pourront pas répondre devant les populations de la façon dont ils ont géré les affaires locales à partir du moment où bon, ils ont les mains liées. Voilà. Et sans compter qu'il peut y avoir des considérations partisanes. Voilà, si un maire d'arrondissement n'est pas du même bord politique que le maire central, voilà, on peut lui mettre les bâtons dans les roues. Donc ça aussi, c'est une variable qu'il ne faut pas perdre de vue. Exactement. Et j'allais ajouter, oui. Et même quand qu'on fait attention aux campagnes qui viennent de se passer, il y a des responsables de partis politiques qui ont demandé à ce que les gens ne votent que leur parti, sinon la population n'aura pas le soutien de l'État. Ça, c'est aberrant et c'est très dangereux. Donc, juste pour soutenir ce que M. Abdoul Saïdou Karim a dit, c'est pas conséquent, c'est pas intéressant. Il faut donner les mains libres aux différents maires des arrondissements pour qu'ils puissent travailler correctement. Alors, on reste toujours avec vous. Ce scrutin se tient à une période post-insurrectionnelle. Selon vous, quels sont les enjeux de ces élections-là pour le parti au pouvoir actuel? J'allais dire que c'est une compétition. Et je pense que tous les partis ont leur chance. Donc, moi, je souhaite seulement que ceux qui seront élus aient des ambitions pour notre nation, aient une grande vision de développement, pensent développement, agissent développement, réfléchissent développement pour édifier notre nation. Voilà, c'est mon souhait. Voilà. Abdoul Karim Saïdou, quels sont les enjeux de ces élections municipales? Bon, il y a des enjeux au plan du développement, comme il l'a dit, mais il y a des enjeux aussi au niveau politique, parce que ça fait, quoi, on a dépassé les 100 jours hein, que l'actuel pouvoir est en place. Et donc, ça va être une sorte de test, hein, parce que c'est une sorte de test pour mesurer en quelque sorte sa légitimité. C'est vrai qu'il y a eu le présimètre qui a donné un certain nombre d'informations, mais étant donné que les partis politiques eux-mêmes, hein, les grands partis notamment, ont axé leur discours pour cette campagne pour les municipales sur, disons, leur programme au plan national, parce qu'on a entendu des chefs de parti dire que, bon, voilà, il faut élire nos militants qui sont candidats, si vous voulez que le président arrive à mettre en œuvre son programme. Donc on a fait un lien entre les enjeux nationaux et puis les enjeux au niveau local. Donc je pense que ça va être une sorte de paramètre, un test hein,
par rapport à l'actuelle configuration. Est-ce que c'est l'opposition politique ou c'est la majorité qui est au pouvoir qui dispose de la légitimité au niveau local? Et si c'est l'opposition qui arrive par exemple à obtenir la majorité dans les communes les plus importantes, je pense que cela peut être un signal par rapport à la façon dont les autorités nationales gèrent les affaires du pays. Mais je pense qu'il y a d'autres enjeux, comme il a dit, les questions du développement. Parce qu'aujourd'hui, un des enjeux, c'est véritablement la capacité des élus locaux à impulser une dynamique de développement. Et cela suppose que les élus locaux aient une vision, aient une stratégie. Pas des plans de développement qui sont fabriqués de toutes pièces par des consultants qui ne sont même pas appropriés, maîtrisés par les élus locaux. C'est ça la vraie question. Il faut mettre les moyens à la disposition des communes, les moyens techniques et logistiques, pour que les communes puissent travailler. Mais cela suppose que l'exécutif, les élus locaux aient une vision de développement par rapport à n'est-ce pas, aux différents enjeux qui se posent sur le plan économique, sur le plan culturel. Voilà. Et il y a également la question de la participation des populations. Il faut que les populations s'approprient le processus de décentralisation, que la décentralisation, les communes ne soient pas uniquement l'affaire des élus locaux, donc l'affaire d'une élite, que les populations véritablement s'impliquent afin que les politiques publiques qui vont émerger, n'est-ce pas, au niveau des communes, soient véritablement des réponses aux attentes des populations. Alors, des observateurs politiques estiment que ces élections municipales pourraient se jouer avec l'ancien parti au pouvoir. Est-ce que vous y croyez également? Le CDP pourrait effectuer un grand retour sur la scène politique avec ces élections-là, lorsqu'on sait que ce parti a des assises dans les différents villages, les différentes communes du pays. C'est possible. C'est comme il l'a dit tantôt, c'est une occasion pour la population, soit de confirmer le pouvoir actuel ou de montrer leur désaccord par rapport au programme. Quand on fait le constat qu'après 100 jours, des voix disent que ce n'est pas suffisant, d'autres apprécient positivement, mais je pense que ces élections vont nous clarifier les choses. Et en tout cas, dans un pays démocratique, il est intéressant de pouvoir équilibrer les forces. Voilà, moi, mon souhait est que l'opposition ait la majorité au niveau des communes, au niveau des arrondissements, au niveau des maires, pour pouvoir équilibrer les différents pouvoirs. Voilà. Alors, le CDP pourrait signer son grand retour sur la scène politique. Est-ce possible? Non, le CDP n'a jamais quitté la scène politique. Quand on voit déjà les résultats... Il n'a pas au présidentiel. Oui, bon, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils auraient pu avoir au présidentiel, mais au moins au niveau de législative, on a constaté que le CDP n'est pas mort, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, comme il l'a dit, je pense que c'est tout à fait possible, d'autant plus que ce sont des élections de proximité, souvent les enjeux ne sont pas les mêmes. La personnalité, les qualités intrinsèques des différents candidats peut être une variable décisive, voilà, qui peut changer la donne. Voilà, donc je pense que c'est tout à fait... possible, d'autant plus que le CDP, on l'a vu avec les autres partis, il est sur le terrain, il a battu campagne, il a un système, une grande expérience en matière de mobilisation électorale, et les élections législatives ont montré que le CDP a encore une capacité, en tout cas, de rebondir sur le plan politique. Alors, j'aimerais également qu'on revienne sur le fait que l'un des partis au pouvoir a officiellement présenté son candidat pour la commune de Ouagadougou et le parti au pouvoir est resté dans l'anonymat. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, ça nous permet de revenir sur ce qu'on avait dit. C'est comme si, bon, en tout cas, c'était comme une élection directe à leur niveau. Et vous voyez, c'est ce qu'on venait de dire tout de suite. Donc, ils sont en avance peut-être. Et je pense que c'est mieux ainsi, parce que tout le monde sait qui est ce candidat, et quelles sont ses capacités, et s'il faut accompagner ce parti ou pas. Donc, je pense que ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, il a eu l'occasion de se présenter, de montrer ses capacités, ses compétences. Et c'est à la population maintenant de faire son choix. Alors, nous allons poursuivre cette émission avec la réaction des populations. Qu'est-ce que les citoyens burkinabés attendent des nouveaux élus locaux? Nous leur avons posé la question. Suivons ces différentes réactions. Bon, les nouveaux élus, on n'a pas encore fait les élections d'abord. Dimanche, on va le juin. Chacun va les choisir. On attend que chacun fasse ses promesses, ce qu'ils ont promis, puisque avant qu'on les vote, ils ont tenu des promesses. Pour que s'ils sont élus, ils puissent au moins faire, même si c'est la moitié,
et de leurs promesses. Il ne s'agit pas de dire des choses pour inventer, pour blaguer, pour acheter les gens avec de l'argent, pour qu'on puisse les voter, et puis ça essaye maintenant pour bouffer l'argent, vendre des parcelles, et puis ça ne va pas servir à la population. Il faut qu'ils tiennent à leurs promesses, c'est tout. Bon, il y a beaucoup de choses, puisque ça ne va pas. Il y a manque d'électricité, coupure d'eau, il y a beaucoup de choses. Les vols, puis le travail même. Mais si les maires sont là, ils vont écouter au moins les jeunes de la commune, qu'est-ce qu'ils veulent, choisir un peu des délégués de devant, au moins réunir, écouter un peu ce que les jeunes veulent, et puis transmettre ça au pays, ça va aller quand au ministère, et puis ils vont essayer de résoudre le problème de chacun. Il y a trop de problèmes, maintenant qu'ils essaient de faire leur mieux, quoi. Ce qu'on attend des nouveaux maires, c'est la clarté. En fait, qu'ils relèvent le défi de ceux qui les ont précédés. En fait. Les attributions illégales que les autres ont eu à faire, qui reviennent là-dessus et qui cherchent maintenant à... Ils nous éclaircissent plus. Et puis aussi qu'ils communiquent aussi avec les gens du secteur, de leur arrondissement. Bon, ce qu'on attend d'eux, c'est de faire tout pour lutter, de revoir plus dans les villes s'il y a des projets pour lutter contre le chômage. Puisque actuellement il y a beaucoup de jeunes qui sont. Donc s'il peut voir sur ça, c'est ce que moi j'attends d'eux. Mes attentes pour les nouveaux maires, qu'on va les choisir pour qu'ils puissent quand même diriger les mairies, ce que j'attends d'eux, je veux qu'ils fassent bien leur travail. Il ne faudra pas que au niveau des parcelles, qu'on ait beaucoup de problèmes avec la population, puisque tout un chacun de nous aussi est burkinabé. Il faut qu'ils fassent de telle sorte que tout le monde puisse avoir un ce soir pour abriter. Au fait, bon, ce que je vais ajouter aussi, il ne faudra pas que la population se lève encore pour se manifester contre eux, pour leur mécontentement, juste à cause des parcelles. En tout cas, tout ce qu'on souhaite, c'est des dirigeants en tout cas, qui vont répondre carrément aux besoins de la population en tout cas. Parce que franchement, ça ne va pas du tout. Il y a trop de besoins. Par exemple, qu'on nous représente valablement au niveau oui, surtout le problème de lotissement, qu'on règle ça. Que chaque Burkinabé puisse en tout cas se trouver un toit. C'est notre souhait en tout cas. Et qu'on ne vole plus les parcelles. C'était à l'instant la réaction des populations. Abdul Karim Saïdou, ces réactions, vous les avez suivies. Et quel est le commentaire que vous faites à la création d'emplois, à la gestion du foncier? Bon, je pense que c'est des aspirations légitimes, mais moi, c'est des concepts que je n'aime pas personnellement. Création d'emplois, lutte contre la pauvreté. Je pense que ce n'est pas la bonne façon d'appréhender le problème. Il faut faire en sorte que les communes puissent impulser une dynamique de développement. Notre problème principal en Afrique, de façon générale, c'est la stagnation des forces productives. Voilà, c'est notre économie qui ne décolle pas. C'est ça le véritable défi. Même au plan national, le principal défi actuellement du Burkina, c'est un défi économique. Lorsque vous avez des entreprises performantes, vous avez des investisseurs qui viennent faire des affaires chez nous, vous avez des facilités qui sont accordées à des entreprises, je pense que ça va générer des emplois. Et ça va en même temps induire une dynamique de réduction des inégalités, etc., de lutte contre la pauvreté. Donc je pense qu'il faut appréhender le problème sous l'angle économique. Et cela suppose que les élus locaux aient une vision par rapport à comment ils comptent booster l'économie. Or, très souvent, il y a un déficit de réflexion à ce niveau-là. On l'a vu dans la campagne, les principaux partis politiques. Bon, on a senti que les partis n'ont pas suffisamment réfléchi sur la question des programmes, sur la gouvernance locale. C'est peut-être pour ça qu'on est allé à ces élections-là sans avoir posé le débat sur le bilan de la communalisation intégrale. Cela aurait dû nous situer sur les perspectives. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les orientations qu'il faut engager pour véritablement faire en sorte que les communes soient des véritables acteurs du développement. Sinon, le maire ne peut pas donner du travail aux gens. Les communes, quelle que soit sa bonne volonté, il faut qu'il y ait un travail de réflexion pour savoir, par exemple, comment on va élargir l'assiette fiscale. Comment est-ce que la commune va accroître sa capacité de mobilisation des ressources? C'est ça la véritable question. Peut-être que M. Sakandé a créé de l'emploi.
Oui, juste soutenir ce qu'il a dit. Et moi, j'allais dire simplement qu'il faut créer des activités. Et c'est l'activité qui crée l'emploi. Voilà. Parce que, comme on a dans tous les pays, il y a le problème du chômage. Maintenant, il revient à chaque pays d'avoir ses stratégies en fonction de ses réalités. Voilà. Et comme il a dit, il faut relancer un certain dynamisme au niveau de l'économie. Pourquoi? Parce que nous avons... Bon, je n'aime pas parler des systèmes, quitte à offenser un peu nos sommités de l'État, mais nous pouvons toujours prendre des exemples chez nos voisins. Moi, par exemple, quand vous prenez pour moi, le système anglo-saxon est la meilleure façon pour pouvoir rehausser l'économie. Bon, on aime création d'emplois. Bon, même quand on parle de création d'emplois, est-ce qu'on a eu à réfléchir avec la population, avec les jeunes, pour savoir quel est véritablement leur problème? Même au niveau de l'éducation, il faut des programmes adaptés au contexte actuel. Voilà. Au lieu de continuer avec les programmes classiques, non. Nos populations ont besoin de quoi? Nos entreprises ont besoin de quoi? Il faut faire venir des investisseurs. Il y a tout cela. Bon, mais en tout cas, la meilleure façon de travailler, c'est de toujours impliquer les bénéficiaires. Voilà, parce que c'est eux qui connaissent véritablement leurs problèmes. Alors, nous allons passer donc proprement parler au thème de cette émission, qui sont les grands défis de la gestion des municipalités. Selon vous, quels sont ces grands défis-là? Alors, les défis sont nombreux. On a déjà discuté du défi économique. Donc, un des grands défis, véritablement, c'est la question de la mobilisation des ressources. Et la mobilisation des ressources doit appeler un autre défi, qui est le défi de la participation. Faire en sorte que dans la gouvernance de la commune, que cette gouvernance-là soit concertée et que la population prenne une part active dans la réflexion en matière de mobilisation des ressources. Donc ça, c'est un défi qui me paraît extrêmement important. Il y a le défi de la bonne gouvernance. Voilà, on l'a dit, on le voit dans l'élément que vous avez passé, les deals sur les parcelles, la mauvaise gouvernance. Donc il va falloir qu'on réfléchisse au niveau de chaque commune et au niveau de l'État qui a sur la tutelle des communes sur comment prévenir ces actes de mauvaise gouvernance qui discréditent en fait les communes et qui discréditent même de façon générale, je dirais, la classe politique, le personnel politique, et qui entraînent très souvent une désaffection même vis-à-vis des élections, vis-à-vis de la démocratie et de façon générale. Il y a également le défi, je pense, de l'appropriation de la décentralisation par les populations. Parce qu'on a tendance à penser que ce sont les dirigeants, et même au plan national c'est comme ça, ce sont les dirigeants qui vont tout faire. On a affaire à des magiciens qui vont avec des stratégies magiques impulser une dynamique de développement. Et je pense qu'il faut que les populations puissent être véritablement intéressées par ce processus et être une force de proposition. Donc au niveau local, les associations de la société civile, les partis politiques, les personnes ressources, l'ensemble des acteurs au niveau local doivent s'impliquer pour appuyer les communes, pour véritablement aller vers, je dirais, une gouvernance qui implique l'ensemble des acteurs. Alors, M. Sakandé, quels sont les défis, selon vous, de la gestion des municipalités? À quels défis doit-on s'attaquer? Il a dit un élément sur lequel je vais insister, la gouvernance locale. Vous savez, au niveau de nos communes et de nos arrondissements, et j'allais dire qu'il faut insister sur la formation. Après le pain, la formation est le deuxième besoin de l'homme. Pourquoi je dis ça? Et tantôt on parlait bien sûr avant l'insurrection d'hommes forts, d'institutions fortes. Je suis d'accord qu'il faut une institution forte, mais je vous avoue qu'il faut également un homme fort pour pouvoir faire avancer l'institution forte. Dans ce cas-ci, si le maire n'a pas cette compétence pour impulser le développement, s'il n'est pas formé. Bon, vous voyez le problème que moi j'ai rencontré particulièrement au niveau des arrondissements. Prenez le cas de Ouagadougou. Dans une capitale, vous cherchez un cadre de conception au niveau de nos arrondissements, vous trouvez difficilement ces enjeux. Mais comment on peut promouvoir le développement sans des cadres? Comment? Hormis le EG et quelques-uns, on ne peut pas promouvoir, on ne peut pas parler de développement sans parler de formation. Il faut recycler le personnel administratif. Il faut
former le personnel politique pour qu'ils aient une vision. Parce que certains peuvent avoir une vision, mais une vision peut-être erronée. Il faut cadrer tout ça. Donc moi, je pense que l'État aussi doit faire son travail pour élever le niveau de nos premiers responsables. Leur donner cette envie, cette ambition de pouvoir lancer le développement, de rendre dynamique même nos conseils municipaux. Voilà. Alors Abdou Karim Saïdou, êtes-vous pour ou contre cette proposition du retrait de la gestion du foncier au maire? Avant de répondre, j'aimerais bien savoir à qui on va confier la gestion des parcelles. Parce que ça peut être une stratégie, vous retirez ça des mains des communes et puis mettre ça entre les mains de ses amis. La question de fond n'est pas là. La question de fond, c'est la question de la gouvernance, la qualité de notre gouvernance. Les maires, on a vu l'expérience, qu'est-ce qui s'est passé, mais s'il y a eu des deals de parcelles, c'est parce qu'il y a eu l'impunité. Quelque part, la puissance publique, l'État qui a assuré la tutelle n'a pas joué son rôle. Il y a eu des actes de malversation qui ont été commis, sur lesquels souvent, ceux qui sont chargés de sanctionner ont fermé les yeux. Donc, on peut retirer la gestion des parcelles des mains des maires, des communes, et les mettre entre les mains, peut-être d'acteurs à la moralité douteuse. Et je me demande comment on peut centraliser tout ça. Si c'est au niveau du matériel, moi je ne sais pas quel est le plan, mais je constate que au niveau du ministère de l'administration territoriale, les gens sont déjà surchargés. Il y a déjà le débat sur la question de savoir est-ce qu'il faut enlever la sécurité de ce ministère-là, parce qu'on estime que c'est un ministère qui est quand même assez chargé. Donc je pense que la question c'est ça, il faut qu'on clarifie quel est le plan qu'il y a derrière. Est-ce que on va mettre ça à la disposition du ministère de tutelle? Est-ce que c'est une nouvelle institution qu'on va créer et qui va être à la tête de cette institution? Comment est-ce que cette institution-là va fonctionner? C'est ça la question de fond. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la question des parcelles, ça fait partie quand même des affaires locales. Donc de deux choses l'une, soit on est prêt à aller vers la décentralisation, on y va, en prenant toutes les dispositions pour que ça marche, soit on n'est pas prêt et puis là il faut peut-être qu'on observe une pause pour réfléchir, voir comment il faut. Parce que moi, ma réflexion personnelle, c'est que au niveau de la gouvernance locale, je pense que très souvent notre problème en Afrique, c'est qu'on a une certaine paresse intellectuelle. On pense que l'élection est le seul mécanisme de légitimation des institutions. Je pense que non. Si on prenait le temps de réfléchir, on peut en trouver des mécanismes endogènes de gouvernance des affaires locales où on peut se passer des élections. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Donc, j'attends que la réflexion soit affinée. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Avant d'aller à ces élections-là, on aurait dû vraiment s'asseoir, réfléchir, faire le bilan, faire une analyse critique et froide de ce qu'on a pu réaliser, des forces et des faiblesses, et puis dégager des orientations. Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'on va avoir les mêmes travers, les mêmes problèmes, puisqu'on n'a pas changé le système de façon fondamentale. Donc les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut qu'on s'attende dans les jours à venir à des conflits. Déjà, ça a commencé on va en parler, des endroits où il n'y aura pas d'élection. Voilà, ça commence comme ça. Alors, Monsieur Sakandé, je pense que sur la question, vous aviez déjà donné votre position, vous êtes pour cela. Oui, la question qu'il faut se poser, effectivement, c'est de savoir qui a d'abord commencé l'attribution des parcelles. Semblerait-il que c'était l'État qui a organisé ça. Pourquoi on a ramené ça au niveau des communes? Pourquoi? Il faut voir tout ça. Mais moi, de mon point de vue, si les attributions des parcelles peuvent poser des problèmes aux maires, je n'ai pas de souci à ce qu'on retire cette compétence au niveau des arrondissements ou des communes. Parce que pour moi, sincèrement, je tiens à mon développement local. Je tiens à ça. Et les attributions des parcelles occupent tout le mandat du maire. Surtout que, quelque part, il y a souvent des mimimes dedans. Donc, les gens, en tout cas, focalisent toutes leurs forces sur ces attributions de parcelles. Et j'allais revenir encore sur le niveau des premiers responsables au niveau des conseils municipaux. Vous prenez par exemple quelqu'un qui n'a pas un bon niveau. Qu'est-ce qu'il peut faire si ce n'est pas attribuer des parcelles? Je suis désolé, mais de le dire. Qu'est-ce qu'il peut faire si ce n'est pas attribuer des parcelles? Voilà. S'il n'est pas encadré et soutenu par des personnes qui ont cette vision du développement, il va faire quoi? Donc souvent, j'ai vu des anciens maires qui ont eu à travailler, c'est pas qu'ils n'ont... Mais
véritablement, si tu n'as pas cette compétence intellectuelle, tu vas faire quoi si ce n'est pas partager des parcelles? Moi, mon problème se trouve à ce niveau. Parce que le maire, c'est celui-là qui doit propulser le développement. Proposer, exécuter et vraiment réfléchir sur les questions du développement. Parce que si nous voulons un développement global de notre pays, il faut passer par le développement local. Alors, ces élections se déroulent sans les communes de Zogoré, Bouroum et Béguédo. Il y a eu des bureaux de vote qui ont été incendiés, d'autres saccagés. Alors, comment est-ce que vous comprenez cette situation? Est-ce qu'on peut attribuer cela à cette montée d'incivisme-là ou à l'irresponsabilité des partis politiques? Bon, je pense que c'est les deux. C'est les deux parce que apparemment, ce sont des militants des partis politiques. L'enquête est en cours, mais apparemment, seuls les partis politiques ont intérêt dans cette affaire-là. Donc, c'est forcément une bataille entre partis politiques. Ça a un caractère partisan. Et je pense que c'est quand même malheureux qu'on en arrive à ce stade-là. Mais c'est aussi le reflet d'un état d'esprit qui s'est installé dans ce pays depuis quelques années où on pense que pour manifester, pour exercer ses droits, on a besoin d'utiliser la violence. Et on constate malheureusement qu'aujourd'hui, au plus haut sommet de l'État, il n'y a pas de mesures fortes pour remédier à cette situation. Donc je pense qu'on pouvait même s'y attendre. Hein. Il faut même s'attendre à ce que, après les élections, pour l'élection des maires, qu'il y ait d'autres difficultés. Voilà. Mais je pense que le plus important à ce niveau-là, avant la reprise de ces élections, c'est de situer les responsabilités. Parce que ce que moi je comprends, c'est qu'il y a des gens qui se sont sentis exclus de ces élections-là, qui se sont donnés pour objectif d'empêcher la tenue de ces élections et puis qui ont réussi. Parce que finalement, il n'y a pas eu élection. Donc il faut qu'on situe les responsabilités au niveau individuel, voire même au niveau des partis politiques, avant d'aller vers la reprise, l'organisation des élections dans ces localités-là. Alors, quel est votre avis sur la question? Au-delà de ce que M. Abdul Karim a dit, j'allais dire que tout ça, c'est le résultat du processus par rapport à notre pouvoir actuel. Quand on voit que, pour moi, le pouvoir actuel est bâti sur quoi? C'est sur deux feux. Ah oui, parce qu'on peut arriver au pouvoir autrement, mais s'il faut incendier, je m'excuse, mais je le dis cruellement, s'il faut incendier pour arriver au pouvoir, mais ne demandez pas à la population de ne pas incendier. C'est comme il l'a dit, à l'heure actuelle, c'est comme si incendier est un acte de bravoure, puisqu'on ne sanctionne pas. Et mais s'il n'y a pas de sanction, mais les gens pensent que non, c'est une suite logique, c'est normal d'incendier pour réclamer. Donc moi, je suis désolé à ce niveau, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Encadrer la population, sensibiliser la population, sinon l'allure que l'esprit de la population prend, moi j'ai peur pour notre pays. Sincèrement dit, j'ai peur. Voilà. Alors, il faudrait également ajouter, en plus de la bonne gestion du foncier, il y a également revoir la transparence dans la gestion du budget même de la commune. Oui, absolument. Je pense qu'il y a des... Parce qu'il y a des maires qui ont une mainmise sur le budget de la commune et il est important également qu'il y ait ce regard-là sur cette gestion. Bon, vous voyez, ça revient à ce qu'il a dit, le problème de formation. Bon, quand vous avez, par exemple, surtout au niveau rural, vous avez une majorité de conseillers qui sont analphabètes. Bon, qu'est-ce que vous voulez? On a beau leur expliquer, traduire, mais le budget, ça reste un document écrit. Et même le maire, s'il n'a pas la capacité, une capacité de gestion, il n'a pas autour de lui, malgré sa bonne volonté, il n'a pas autour de lui des services compétents, voilà, des experts à la matière. C'est pour ça qu'il y a le problème qui se pose au niveau de la passation des marchés. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'État central est très réticent en matière de transfert des ressources. Parce qu'il y a un problème de capacité qui se pose. Un problème de capacité, certes, mais aussi un problème d'intégrité, un problème d'honnêteté qui se pose. Parce que ça pose une question fondamentale même de savoir pourquoi les gens s'engagent en politique. Il y en a qui s'engagent en politique parce que pour eux, c'est un fonds de commerce. Avoir des postes politiques, c'est un fonds de commerce. Voilà, pour faire du deal, pour faire des affaires, pour s'enrichir. Et donc, la gestion budgétaire est au cœur de la gouvernance locale. Et il y a des expériences qui ont été entamées, je pense, par le CIFWEP sur le budget participatif.
qui permettent à la population de prendre une part active dans les choix budgétaires. Voilà, et non pas dans une dynamique élitiste top-down où c'est l'État la commune plutôt qui élabore le budget, après les conseillers adoptent, la population n'est pas impliquée. Donc ça revient à ce que j'ai dit, la question de la bonne gouvernance. Parce que la bonne gouvernance, c'est quoi? C'est la reddition des comptes, c'est la participation, c'est le respect de l'état de droit. Donc c'est l'ensemble de ces éléments-là qu'il faut intégrer. Et de ce point de vue, c'est extrêmement important qu'après ces élections-là, qu'il y ait un recyclage, une formation au niveau des élus, notamment sur les questions techniques telles que le processus budgétaire, mais aussi de façon générale sur la bonne gouvernance, sur comment on doit diriger aujourd'hui dans le contexte démocratique et dans un contexte également où les attentes des populations sont très fortes. Même au plan national, on a des problèmes avec le budget. Hein. On a un problème avec le budget. Parce qu'il y a un travail qui a été entamé par la société civile depuis longtemps. Il y a eu des améliorations, certes, depuis l'ancien régime pour faire en sorte que le budget, qui est véritablement un débat budgétaire, mais dans ce pays-là, actuellement, il n'y a pas un véritable débat national sur le budget. Le budget, c'est l'affaire des députés, c'est l'affaire du gouvernement. Il y a des efforts qui sont faits par le ministère de l'économie et des finances qu'il faut, je pense, renforcer pour faire en sorte que la transparence budgétaire soit au cœur de l'action des dirigeants. Alors, Monsieur Sakandé, nous sommes au terme de cette émission. Alors, quel est le mot, l'appel que vous avez à lancer à ces nouveaux élus locaux? Ben, moi, j'allais souhaiter bonne chance à tous les partis, parce que, comme je l'ai dit tantôt, moi, en venant en politique, mon objectif, c'était de contribuer au développement de mon pays. Je pense que si en politique, les gens ont cette vision, on pourrait développer notre nation. Au lieu de, comme Karim l'a dit tantôt, la politique n'est pas un moyen mercantile de se faire de l'argent. Voilà, parce que très souvent, c'est ça le véritable problème. Penser qu'aller à la mairie, c'est se faire des parcelles, c'est se faire de l'argent, ça c'est échouer lamentable. Voilà, donc mon appel c'est de dire aux conseillers, l'ensemble, puisque c'est les conseillers qui votent les maires, et que ce soit le maire ou les conseillers, il faut qu'ils soient tous vigilants et avoir un seul objectif, développer notre nation. Merci. Un dernier mot, un appel à lancer à l'endroit de ces nouveaux élus, en 1 minute. Oui, 2 choses. Première chose, travailler à obtenir le consensus, voilà, le consensus autour des politiques publiques. Les élus locaux constituent les autorités au niveau local. C'est important, quel que soit le parti qui a gagné les élections, quel que soit le bord politique du maire, de travailler à rechercher le consensus. Deuxième chose, il faut impliquer les populations. Il faut impliquer les populations parce que tant que les populations ne sont pas impliquées en amont dans la définition des politiques publiques, elles ne vont pas s'approprier ce processus. Donc je pense que ce sont 2 défis importants qu'il faut relever et qui touchent essentiellement aux questions de gouvernance. Merci, chers invités. Merci pour ce débat. Et c'est la fin de cette émission, notre quotidien. Merci, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Je rappelle pour vous mes invités, Abdul Karim Saïdou de l'IGD, l'Institut général Thiemoko Marc Garango pour la gouvernance et le développement, et Issouf Sakandé, ancien maire de l'arrondissement numéro 5 de la ville de Ouagadougou. Merci à tous. L'information continue sur votre télévision Burkina Info.